bonjour à tout le monde et merci pour assister à la présentation sur WebAssembly et maintenant. Donc moi je me présente, je m'appelle Erwan Debo et je suis développeur Java. Et j'ai découvert WebAssembly en 2017-2018 par là. Et en fait je l'ai découvert en regardant ce qu'allait devenir un jour GWT. Et c'est là que j'ai vu le mot apparaître. Bon, a priori, il a continué d'exister et l'autre un peu moins. Bonjour à tous, moi c'est Madi ici, je suis développeur front-end et donc moi j'ai découvert WebAssembly à peu près à la même période, 2017, lorsque j'ai vu un moteur 3D, c'était une Unreal Engine à l'époque tournée sur Firefox, donc ça m'avait impressionné et je m'étais demandé comment ils ont réussi à faire tourner ce moteur de jeu-là qui est une base de code en C, C++, dans un navigateur et c'est un petit peu comme ça que l'aventure WebAssembly à continuer. Ensuite, j'ai un petit peu lâché le WebAssembly, puis pendant la pandémie, je me suis remis à Rust, et j'ai vu que Rust était un langage qui était très 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 compatible avec WebAssembly, puis là j'ai remis le pied dedans. Et maintenant, je suis à ça d'un peu plus près aujourd'hui. Et donc, Erwan et moi, on travaille tous les deux pour la société Biomérieux à Kerlan, donc à Bru. Biomérieux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui vend des équipements de diagnostic, donc des réactifs et des machines qui permettent de réaliser des diagnostics à la fois dans le clinique pour les êtres humains, mais aussi pour les industries agroalimentaires. Vous avez tous entendu parler des problèmes avec les pizzas et le chocolat. Nous, on travaille justement pour éviter que ça arrive. Et donc, on travaille à Bru. Donc, on va rentrer directement dans le dur. En fait, comment on a fait pour en arriver à WebAssembly aujourd'hui ? Il faut se rappeler qu'il y a à peu près quasiment 30 ans, en 95-96, il y a un langage qui a été créé à partir de Java, JavaScript. Et à l'époque, il tournait côté navigateur, côté serveur et Java côté client. C'est ça qui est un peu rigolo, c'est que ça s'est un petit peu inversé depuis le temps. Et en fait, il a été fait pour être rapide d'utilisation, mais il n'avait jamais été orienté vraiment sur la performance. Bon, je ne parle pas aujourd'hui, je parle en 95. 95, après cette 96, c'était fait pour Netscape Navigator 2. Peut-être une partie d'ici que les gens n'ont même pas connu, qui étaient peut-être même pas nés. Et donc, le problème, c'est que ça n'avait pas été prévu au départ pour être performant. Au départ, on partait juste sur... on chargeait le code source et on l'interprétait. Et tout ça, ça a marché dans les années 90, il n'y avait aucun problème. Puis les années 2000 sont arrivées. Puis au bout d'un moment, il y a eu un petit souci, c'est qu'il y a eu de plus en plus de besoins, les frameworks étaient de plus en plus améliorés, ou alors c'est les besoins qui ont tiré les frameworks. En tout cas, à un moment, les navigateurs, pour ceux qui ont connu aussi, ils ont vu qu'il y avait des petites lenteurs. Et c'est là que dans les années 2010, les navigateurs ont vraiment commencé à s'améliorer. Moi, je me rappelle de la sortie de Firefox 3, c'était incroyable. Bon, maintenant, il y a un Firefox assez régulièrement, donc c'est beaucoup moins incroyable. Et en fait, ils ont travaillé sur le compilateur JIT, sur en fait comment faire en sorte que quand vous appelez vos fonctions JavaScript, ils passent souvent, ils en déterminent le type et essayent de faire une compilation un peu plus avancée que juste de l'interprétation bête et méchante et de l'optimiser pour aller plus performant. Bon, tout ça, ça marche pour le 99% de ce qu'on a besoin de faire quand on utilise des navigateurs. Suite à ça, plus vers 2013-2014, Firefox avait travaillé sur le préquel de WebAssembly, la SMJS, où tout à l'heure Madi parlait des moteurs de 3D. Avant le WebAssembly, il y avait déjà eu des essais. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le but c'était de réussir à commencer à faire une sorte de compilation AOT à partir du code JavaScript, où on déclarait un peu de type et tout ça. Le but c'était pas d'écrire ça, c'était de repartir en fait de code C déjà à l'époque. Il y avait déjà des toolchains qui ont ensuite été réutilisés pour WebAssembly, qu'on reparlera plus tard, et permettre de générer ça pour qu'ensuite le navigateur puisse les comprendre assez rapidement. Bon, le problème c'est qu'il n'y avait que Firefox et Edge qui les utilisaient, IE pas du tout, Safari non plus, et Chrome ne gérait pas la compilation AOT mais comprenait le langage. Donc voilà. Ensuite, 2017 est arrivé, déjà 2016 il y avait eu la présentation, donc là on remonte assez loin dans le monde du JS. C'est présentation de WebAssembly avec la première démo avec la vidéo en 3D qui était présentée, c'était exceptionnel. 2017, compatibilité avec tous les navigateurs. Ce qui a fait la force de WebAssembly, c'est que c'est une spec où en fait les 4 grandes familles de navigateurs ont travaillé ensemble,
ou en tout cas sont orientés vers l'implémentation de cette spécification. Et ils se sont mis d'accord en fait sur l'aspect WebAssembly. Qu'est-ce que c'est? Le Watt, donc ce fichier-là, qui décrit les instructions assembleur, parce qu'effectivement dans WebAssembly il y a assembleur, c'est comment en fait avoir des instructions plus bas niveau pour que tous les navigateurs puissent les comprendre et les interpréter. Ensuite, c'est dans quoi on package ça, comment on se le partage, et quels seront les API JavaScript pour les lancer. Une fois que vous avez spécifié tout ça, c'est-à-dire l'aspect était défini en V1, forcément la première, en 2019. Ensuite, suite à ça, c'était prêt. En 2019, il y a aussi le gros avantage, c'est un compilateur connu, le LLVM, qui avait un back-end intégré à l'intérieur. Ce qui faisait qu'on avait un compilateur standard qui était capable de faire du WebAssembly. Avant ça, on avait ce qui s'appelait FastComp, qui héritait de l'LVM. Et ça marchait, mais là, le fait que lui le gère, ça a permis de l'ouvrir à beaucoup plus de langages. Et en fait, tous les langages qui savent compiler avec LLVM pouvaient donc faire du WebAssembly. Aujourd'hui, la WebAssembly, il y a V2 qui est en draft. On va pas trop en parler de celle-là, on va plutôt partir sur autre chose. Mais il faut savoir, c'est qu'en fait, d'un point de vue langage, vous ne verrez pas grand-chose. Tout se fait au niveau du compilateur, avec des optimisations comme le SIMD, la gestion d'exception, tout ça, des choses qu'en fait, peut-être vous semblent naturelles, des optimisations que votre code va aller plus vite, mais concrètement, votre code ne sera pas différent. Et voilà. En fait, le but de WebAssembly, c'est de faire tourner votre code d'un autre langage, concrètement, mais sans que vous ayez à faire de spécificité. Pas trop. Pas trop. Des fois, un petit peu quand même. Et donc, à quoi ça ressemble sous le capot à WebAssembly? Si on prend le navigateur, parce que c'est à peu près de là que ça a commencé, dans votre navigateur, vous avez la machine, la runtime JavaScript V8, par exemple, pour Chrome. Et donc, c'est elle qui va s'occuper d'exécuter votre code JavaScript. Et ensuite, vous avez des API, par exemple le DOM pour manipuler le DOM, WebGL quand vous voulez faire de la 3D, les workers, etc. WebAssembly, en fait, c'est une autre runtime qui va venir en complément de V8, dans laquelle va s'exécuter le WebAssembly, le code WebAssembly, le binaire issu de la compilation WebAssembly. Et il y a un pont en fait entre les deux mondes, entre V8 et WebAssembly, dans lequel on va pouvoir exporter des fonctions WebAssembly. Ça veut dire que vous allez donner la possibilité au moteur JS d'exécuter une fonction en WebAssembly. Et pareil, vous pouvez donner la possibilité au WebAssembly d'exécuter une fonction qui est dans le monde JS. Par exemple, vous voulez faire un console log, vous pouvez exécuter le console log depuis votre WebAssembly, et en fait, vous allez pouvoir l'appeler directement. Et entre les deux, on peut se partager des données. Et donc ça se fait via une mémoire. Donc c'est une mémoire toute simple, une mémoire linéaire, et qui ne manipule que des types simples. Donc on va avoir que des i32, F64, on n'aura pas de chaîne de caractères. Pour ceux qui ont vu le talk hier sur Unicode, vous allez voir que pour manipuler des chaînes de caractères en WebAssembly, c'est un petit peu complexe, on est vraiment bas niveau. Et donc, c'est comme ça que communique le WebAssembly et fonctionne le WebAssembly dans votre navigateur. Si on passe à la suite. Oui. Aujourd'hui, en fait, vous avez différentes possibilités de faire du WebAssembly, et ça va dépendre un petit peu du langage sur lequel vous voulez partir. L'historique, donc celui dont parlait tout à l'heure Erwan, qui permettait de compiler l'Unreal Engine, par exemple, sur votre Firefox, qui faisait de l'ASMJS à l'époque, c'était Memscripten. Donc, c'était vraiment le pionnier là-dessus. Donc, Memscripten, il se concentre principalement sur le langage C, C++. Donc, si vous avez une code base en C, C++ et vous voulez essayer de faire du WebAssembly, c'est plutôt vers celle-là qu'il faut s'orienter. Ensuite, sont venues d'autres technologies, se greffer d'autres technologies, suivant en fait les langages. Par exemple, si vous êtes plutôt TypeScript, vous allez plutôt vous orienter vers AssemblyScript, qui permet de faire du WebAssembly avec un sous-ensemble de TypeScript. Attention, ce n'est pas aussi puissant que TypeScript, vous allez manipuler ici, là aussi, des types primitifs. Il y a aussi, vous pouvez le faire en Go, en Python aussi, ça existe. Vous avez peut-être entendu parler de Blazor dans le monde de Microsoft, donc qui permet de faire du front avec du WebAssembly. Donc c'est un écosystème tout intégré fait par Microsoft qui permet ça permet de faire du SSR, etc., mais ça permet aussi de tourner directement dans le navigateur. Il y a le support de C# qui est aussi... on peut faire du WebAssembly avec C# et Rust, donc c'est celui-là qu'on va démontrer le plus pendant la conf, c'est celui par lequel je suis rentré moi
la production vraiment de code WebAssembly. Et c'est à mon sens celui avec OM-Scripton peut-être qui a l'écosystème le plus simple d'entrée, on va dire, parce qu'en fait on va avoir plein de choses, plein d'outils qui vont nous aider à générer notre WebAssembly. Puis il y a Swift pour ceux qui font de l'iOS ou de Apple, et donc vous pouvez faire du WebAssembly avec ça. Donc là je vais vous faire une petite démo de ce qui est possible de faire aujourd'hui en WebAssembly, donc ça va être sur le navigateur parce que c'est comme ça que ça a commencé. Donc là, hop, je vais basculer sur la démo 1. Donc moi, je suis parti sur le langage Rust. Donc l'idée ici, c'est une démo que vous allez pouvoir retrouver si vous cherchez WebAssembly ou vous regardez des confs. C'est une démo qui est très répandue. C'est en fait, on va avoir un parseur Markdown. On va lui donner du Markdown et puis il va nous générer du HTML. Et on va exécuter ça côté navigateur via WebAssembly. Donc moi, quand vous commencez à faire du WebAssembly avec du Rust et que vous voulez exécuter ça côté navigateur, là je spoil apparemment, donc je vais cacher ça. Quand vous voulez faire du WebAssembly avec Rust, l'outil le plus simple d'entrée s'appelle WasmPack. Donc ça vous permet de générer directement le WebAssembly via une toolchain qui est assez simple et aussi de générer le code JS qui va vous permettre d'appeler votre WebAssembly. Donc ici, en fait, j'ai une librairie qui est en Rust. Dans cette librairie-là, j'ai un fichier, j'ai une fonction assez simple qui s'appelle parse markdown et qui va en fait utiliser une librairie Rust qui s'appelle pulldown-cmark qui permet de générer du HTML à partir de Markdown. Et ici, donc, on va essayer d'appeler cette fonction-là, on va la compiler en WebAssembly et on va essayer de l'appeler depuis le monde JavaScript. Ici, vous avez une petite annotation en WebAssembly, donc c'est ça qui fait un petit peu la magie. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fait, dans WebAssembly, on manipule que des types primitifs. Ah, tu veux que je zoome un peu plus? Est-ce que c'est mieux? C'est pas mal? Ok. Donc tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait que des types primitifs, donc que des tableaux de bytes, etc. Là, je manipule pourtant un string. Et donc, moi, ce que je veux, c'est continuer d'avoir ces features de langage haut niveau. Je ne veux pas vraiment manipuler un pointeur puis la longueur de la chaîne. Et en fait, cette annotation-là va vous permettre de générer le code JS qui va faire la conversion. Vous allez lui donner en fait une chaîne de caractères, et puis lui il va se débrouiller à faire un pointeur et puis se balader dedans en partant de la longueur. Donc ça, avant, ça n'existait pas trop. Donc quand on faisait du WebAssembly, il fallait se taper du code à la main, donc c'était un petit peu fastidieux. Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on compile, il va nous générer le code JS associé, donc le WebAssembly d'abord. C'est important, mais là je peux pas vous le montrer parce qu'il est en binaire. Et puis le code JS associé. Donc là, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses liées à UTF-8. Donc si vous avez regardé la conférence sur l'Unicode, vous savez un petit peu pourquoi c'est UTF-8 avec Rust. Et ici, donc là, on va avoir la fonction la plus utile qui va permettre d'appeler. Donc là, si je cherche parse markdown, donc voilà, il nous génère une fonction JavaScript qui s'appelle parse markdown, mais qui en fait derrière va manipuler notre chaîne de caractères en pointeur et longueur et qui va appeler derrière la vraie fonction WebAssembly avec la conversion entre une chaîne de caractères et le pointeur. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir appeler ça. Et puis il y a une petite fonction, avec un petit truc sympa avec WasmPack, c'est qu'il fait une fonction init, donc qui est tout à la fin, qui va vous permettre de charger votre WebAssembly assez facilement, parce que normalement le WebAssembly, il y a tout un code pour pouvoir le charger dans le navigateur, vous pouvez trouver ça sur le MDN. Là, il s'est fait pour vous automatiquement. Donc là, si je prends ici, hop. En fait, il faut savoir que les langages qui marchent le mieux que WebAssembly, c'est ceux qui vous facilitent la vie avec toute cette bulle de code. Si vous l'avez à écrire, en fait, le langage, il ne marche pas. C'est ça, c'est très complexe, parce que comme ça manipule que des types primitifs, faut se taper la bulle code. Ça peut être assez fastidieux. Donc là, j'ai compilé déjà, il est pré-compilé, donc ça allait super vite, mon WebAssembly. Et donc j'ai créé une petite page HTML. Ah, ça démarre avec Edge, je ne sais pas pourquoi. Ça fonctionne sur Edge, mais c'est juste qu'on a des petites contraintes à Biomérieux avec nos navigateurs. Hop. Et donc là, en fait, le code ici, qui est du Markdown, est automatiquement parsé par le WebAssembly et qui me génère le code HTML associé que en fait, j'ai intégré dans la page. Le code est très simple, vous pouvez le retrouver. Ces démos-là sont sur GitHub. Et donc, si je regarde le code HTML associé,
En fait, c'est très simple. Hein. J'initialise mon WebAssembly ici. Et ensuite, je fais render HTML. Donc, je récupère le HTML associé, puis je fais juste un inner HTML pour l'afficher. Et vous pouvez aussi voir ici, si vous avez l'inspecteur. Donc là, non. Vous pouvez voir que normalement, il y a bien un WebAssembly. Donc ici, vous avez WASM. Vous pouvez cocher ça donc pour filtrer. Et là, donc j'ai bien ma librairie WebAssembly. Et ici, la représentation Watt. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu fastidieux, on ne peut pas trop lire ça. Mais il y a des formats qui permettent, avec des source maps, de convertir ça. Et donc, vous pourrez avoir directement votre code Rust associé à votre WASM. Sinon, c'est très difficile de débugger. Et vous pouvez quand même le faire. Vous pouvez mettre vos petits points d'arrêt. Mais là, vous pouvez faire open array si vous vous amusez, mais ça va être un peu compliqué. Il faut avoir l'œil, quoi. Hop, voilà. Il faut savoir qu'en 2018, il n'y avait que ça en fait pour débugger. Ouais, donc c'était un peu complexe. Et vous pouvez même le faire avec Node. Du coup, comme le navigateur c'est une runtime V8, Node c'est pareil avec des nœuds aussi. Donc pareil, il y a un moteur JS derrière, donc même principe. La seule différence qui va changer, c'est en fait les API que vous allez pouvoir appeler. Dans Node, vous n'avez pas d'API DOM. Par exemple, mais vous allez avoir d'autres choses. Et vous allez avoir par exemple l'appel au file system, les sockets. Donc là, vous pouvez vous servir de WebAssembly pour faire des choses plutôt côté serveur. Et donc pouvoir aller manipuler des fichiers, ouvrir des sockets, communiquer sur le réseau, etc. Donc ça permet toujours de continuer de faire du WebAssembly, et là, plutôt côté back. Mais il y a toujours le petit souci du JavaScript. Parce que du coup, il faut faire un petit glue-code en JavaScript, et certaines personnes du bac ne connaissent pas trop le langage JavaScript, n'ont pas trop envie d'aller vers JavaScript, donc ça peut être problématique. C'est là qu'en fait, il y a une nouvelle spécification qui est arrivée, qui s'appelle WASI, donc WASI pour WebAssembly System Interface. Donc l'idée, c'est de se dire, pourquoi en fait je passerai toujours par une V8 ou le JavaScript, parce que c'est bien, ça a commencé comme ça, et donc c'était lié au navigateur au départ et à la machine V8, mais pourquoi ne pas directement appeler les fonctions système directement? Donc là, l'idée, c'est de se dire, on va créer une runtime et on va appeler directement les fonctions. Pour ouvrir un fichier, par exemple, on va directement demander à l'OS. On va demander à Node qui va demander à l'OS, on va demander directement à l'OS. Et donc c'est ça que veut dire System Interface. Donc c'est essayer de s'interfacer avec ce qu'on appelle des ABI. ABI, c'est Application Binary Interface. Donc ça permet d'avoir un contrat d'interface avec l'OS, par exemple, pouvoir appeler des syscalls, etc. Et donc c'est l'idée de WASI. Alors pour l'instant, c'est très expérimental. Mais il y a par exemple aujourd'hui, vous pouvez déjà ouvrir un fichier et le parcourir. Donc là, je vais vous faire une petite démo assez rapide de WASI. Je peux utiliser celui-là. Alors, c'est pas celle-là. C'est la deuxième démo, mais c'est la démo numéro 3 en fait. La démo 2, on le fait. Donc là, c'est en fait du code que j'ai repris de la documentation de WasmTime. Donc si vous allez sur Internet, vous cherchez WasmTime, la doc, vous allez retrouver le même code. Et donc là, en fait, vous n'allez pas la compiler directement. Je vais couper là. Directement avec WebAssembly, vous allez en fait la compiler spécialement pour WASI. Donc en fait ici, je vais utiliser mon outil de build Rust et je vais mettre en fait une target spéciale qui est en fait WASM32 WASI. Donc là, en fait, je dis à mon outil de build de builder pour WASI. Donc en fait, il va intégrer des fonctions qui vont me permettre d'accéder au file system. Et donc quand on fait ça, là, il avait déjà buildé. Et donc là, si je fais tac. Donc là, en fait, je n'ai pas montré, mais dans mon dossier, j'ai un README. Donc je vais essayer en fait de lire ce README là. Donc je vais faire target WASI. Et du coup, je l'ai buildé en release. Release, et donc il s'appelle démo 3. Et donc là, je vais lui dire de lire mon README. Et là, en fait, je vais avoir ah oui, j'ai oublié la WasmTime. Donc en fait, il vous faut une runtime. J'ai oublié la WasmTime. Donc WasmTime, c'est une des runtimes qui vous permettent d'exécuter sur votre poste du WebAssembly. Et donc là, je lui dis, va chercher le demo3.wasm et lis le fichier readme.md. Et là, on est déçu quand on fait ça. En fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la WebAssembly System Interface, enfin WASI, se veut en fait très secure de base. Donc en fait, on va devoir l'autoriser à accéder au file system. Si je ne l'autorise pas, par défaut,
je n'aurai pas accès au file system. Et donc, je vais devoir ajouter un petit argument qui est -dire point pour pouvoir lui donner l'accès au file system. Et là, on voit que ça fonctionne. Donc, il a pris mon markdown qui était dans mon projet et il en a généré du HTML. Donc, voilà un petit peu pour WASI. Puis, on va vous décrire un peu plus maintenant comment fonctionne WASI. Non, tac, c'est toi. Donc, ok. Donc, en fait, comment ça marche tout ça? En fait, c'est grâce à ce qu'il m'a dit, les ABI. C'est, en fait, WASI, c'est le fait de faire une spécification pour décrire, en fait, comment ouvrir un fichier, comment avoir une socket réseau, comment appeler, comment ça s'appelle, accéder aux sockets et tout ça, quoi. Et donc, en fait, pourquoi aujourd'hui ça marche beaucoup avec Rust, C, C++, c'est parce qu'en fait, l'implémentation de référence se base sur l'IPC. Donc forcément, en fait, ce sont les langages qui sont le plus facilement accessibles à ce genre de choses, à ce genre de librairie. En fait, ça s'appelle la WASI libc. Ils sont repartis d'une libc Muscle, je crois qu'il s'appelle. Et en fait, ils ont fait que implémenter à l'intérieur de cette librairie des accès pour appeler les fonctions exportées par l'implémentation WASI. C'est-à-dire que moi, pour WASTime, ou pour toutes les autres machines, pour toutes les runtime WASI qui vont exister, elles vont toutes implémenter la même chose. Donc concrètement, tout ce que compilé m'a dit devrait potentiellement être compatible avec toutes les WASI runtime. Derrière, il faut aussi savoir que ça peut marcher intégré dans une application, directement par l'OS, comme a fait Madi. Bon, en mode bare metal, on n'a pas encore vu vraiment d'exemple. Et ce qui existe aussi, par exemple, c'est le web polyfill. Par exemple, ce que vient de compiler Madi, WASI, pourrait aussi tourner dans un navigateur. Bon, par contre, il faut bien avoir conscience que c'est pas parce que vous faites ouvrir un fichier dans votre WASM, vous n'allez pas court-circuiter toute la sécurité de votre navigateur. Vous ne pourrez pas accéder à votre file system. Vous serez toujours sandboxé par ce qu'est capable de faire votre navigateur. Mais comme on pouvait le faire avant, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une sorte de pseudo file system interne et il travaille là-dedans. Mais vous n'aurez pas accès à votre disque C ou à votre slash, quoi. Donc voilà. Donc le but, le nerf de la guerre, c'est de réussir à implémenter, à fournir ça, et que votre langage OSU soit capable, en fait, de vous y donner accès. Donc pour le C, c'est libc, qui est un standard. Après, pour JS, Java, il faudra que quelqu'un se charge d'implémenter les fonctions de base pour qu'elles puissent communiquer avec le WASI, autrement que de passer par les fonctions système natives. Ensuite, on a parlé de WasmTime. Il y a différentes alternatives. Par contre, c'était plutôt ça d'abord, non? C'est bizarre. En fait, il y a un inconvénient quand même à WASI, c'est que Madi vous a parlé tout à l'heure qu'il pouvait accéder au file system. C'est vrai, c'est encore expérimental, et aujourd'hui, c'est à peu près tout ce qu'il sait faire. En fait, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, c'est super cool, je vais compiler Nginx et je vais vous faire une démo, ça va être trop bien. Et en fait, non, parce que vu qu'il ne peut pas écouter une socket, et encore moins rediriger sur notre socket réseau, bon, Nginx, forcément, il va être beaucoup moins intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le gros problème, c'est que tout le reste est encore en spécification. Ils travaillent là-dessus, parce qu'en fait, c'est pas juste le fait de wrapper l'appel, c'est aussi de définir les règles de sécurité que l'on va faire. Par exemple, ce que vous avez montré tout à l'heure, c'est voilà, j'ai accès à -dire pour l'option, pour dire j'élève le droit pour avoir accédé au file system. Il y aura à peu près la même chose pour toutes les options que l'on veut faire. Si je veux faire du réseau, je devrais dire à ma runtime, je t'autorise à faire du réseau. S'il n'a pas le droit, il ne le fera pas. Et l'autre problème, c'est que c'est principalement du Rust, du C ou du C++. Et encore maintenant, même le C et le C++ commencent à être un petit peu dépassés. Si vous faites du Rust, vous êtes le roi du pétrole. Sinon, c'est un peu plus dommage. Compliqué. Il y a des wrappers existants aussi pour les WasmTime. Tout à l'heure, on pouvait parler de WasmTime, vous pouvez l'embarquer dans votre application. Et dans ces cas-là, il y a des avantages. Vous pouvez utiliser Python, Go, qui va embarquer votre runtime pour le runner. Et ça ne veut pas dire que vous allez faire votre code Python, Go en Wasm. C'est juste que c'est lui qui va manipuler votre Wasm. De la même manière que vous pilotiez en JS depuis votre navigateur web ou depuis Node. Là, c'est à peu près la même chose. Bon, il y a d'autres alternatives qui existent. WasmTime, c'est l'implémentation de références, mais il y en a d'autres qui sont partis, qui sont soit plus en avance, soit partis sur d'autres choses. Par exemple, Wasmer, qui est entre guillemets une autre runtime WebAssembly, qui a des options plus à part.
Par exemple, il gérait des packages. Ça s'appelle des WAPM, et vous pouvez les pousser dans leur registry et les tirer pour pouvoir les relancer directement. Il y a W3 qui lui se veut plus beaucoup plus léger et être un simple interpréteur. WASM3, il s'appelle pas W3. WASM3 pour être un simple interpréteur. Bon, ceux-là c'est les plus simples. Et après il y a SAT qui lui vous permet de faire beaucoup plus de choses. Il est vraiment plutôt orienté, on va dire, serverless computing, où lui, par exemple, il va vous ouvrir la possibilité d'écouter sur des requêtes. Par exemple, faire des listeners web. Il est capable de faire du GraphQL, il est capable de faire de l'HTTP. Donc ça, vous allez vous dire comment il a fait ça, Mehdi vous expliquera tout à l'heure. Et Wasm Edge Runtime, lui, il part plutôt vers une solution plus orientée pour le cloud, où là, d'ailleurs, il est pas sponsorisé, mais c'est un des projets de la CNCF. Et donc, il faut savoir en fait que dans le monde de WebAssembly et de WASI, il y a plein d'alternatives, on ne les a pas toutes mises. Il y a plein de possibilités, et on peut faire des extensions. Et surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, en fait, quand on utilise des SDK de certains, on ne peut pas être rétrocompatible avec une autre. Donc là, c'est à nous de savoir si on veut se lier à une runtime ou si on veut rester compatible pure WASI. Voilà. Donc Erwan vient de nous montrer qu'en fait il y avait des runtimes qui permettent de faire du réseau, qui permettent de faire des choses plus étendues que juste le file system, et alors qu'on sait que pour l'instant dans la spécification WASI il n'y a pas ça. Et donc comment on peut le faire en fait? À la base, comment le WASI a voulu organiser les choses, c'est de se dire on va se baser sur un contrat d'interface à travers un fichier en fait, qu'on appelle le WITX, donc qui reprenait en fait la syntaxe du WebAssembly mais avec des mots-clés différents. Et en fait, on va venir définir nos contrats d'interface. On va dire on a tel type tel type qu'on veut manipuler dans notre code de départ qui va générer le WASM et aussi dans le code qui va l'appeler. Et on a également les contrats sur les fonctions. Telle fonction aura tel type et elle va avoir tel type de retour. Et donc c'est comme ça que le WASI existe. En fait, donc WASI, ils prennent les fonctions du coup de la libc, donc par exemple fopen ou fdclose, etc. Et ensuite ils décrivent les types dans un WITX. Et vous pouvez retrouver en fait l'ensemble de ces WITX là de WASI ici. Donc il y a des ephemerals, en fait il y a des staging, donc l'état un peu expérimental et puis un éphémère qui est encore plus expérimental. Donc vous pouvez voir ici par exemple le WITX de WASI. Donc c'est le snapshot numéro 1. Et donc là, vous pouvez voir à l'intérieur, si vous vous baladez, des fonctions comme fdstat ou fopen, etc. Donc qui décrivent un petit peu le contrat d'interface entre la libc et le WASM. Hop, non, c'était l'autre. Il faut savoir que derrière ça, il faut avoir une librairie qui va se charger de générer tout votre glucode. C'est ça. Et du coup, en fait, ça marche bien donc, pour faire du file system, mais on veut aller plus loin. Et donc, comme ça fonctionne avec WASI, qui est le standard, on se dit, on n'a qu'à générer en fait, un WIT avec des fonctions qui font du réseau, on les implémente nous-mêmes, et puis on est capable ensuite d'appeler la fonction qui ouvre une socket de notre langage. Par exemple, si on fait du Rust, on appelle une fonction qui permet de faire du réseau en Rust. Et donc c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir étendre le WebAssembly. Le seul souci, quand on fait ça soi-même ou quand on utilise des runtimes qui font ça, c'est qu'on n'a pas le côté spec officiel et sécurité. Donc là, je vais vous montrer un exemple où je vais pouvoir faire du réseau sans sécurité, en fait, sans avoir à mettre un flag. Si je voulais, j'aurais pu l'implémenter aussi en plus, mais on peut bypasser un peu ce processus de sécurité, d'isolation. Donc en fait, il y a différentes façons de le faire, en fait, ces communications, par exemple réseau. Donc soit la façon dont je vous ai parlé, donc de faire en fait son propre WIT et d'implémenter ça. Donc c'est ce qu'on appelle la custom ABI. Donc on crée une runtime à partir d'une autre runtime en fait, avec des fonctions étendues. Soit on décide d'être encapsulé par quelque chose qui va nous aider à le faire. Donc par exemple, on prend notre code WASM, il génère en fait une sortie un texte sur une sortie standard. Par exemple la sortie d'une requête HTTP, et ensuite il y a quelque chose qui va récupérer un autre code qui va récupérer en fait cette sortie standard et pouvoir envoyer ça sur le réseau. Il y a une autre aussi façon de faire qui est un peu plus rare, où là en fait l'application WASM va écouter en permanence par exemple un fichier, elle va écrire dessus,
et écouter si quelqu'un d'autre écrit dessus, et dans ce cas-là, réagir. Et l'autre système, de l'autre côté, pareil, réagit à ce que le WASM peut écrire. Donc, il y a différentes stratégies. Les plus connues, SAT et WASM Edge, c'est plutôt... Enfin, il y a Wagi aussi, qui permet de faire de la CGI. On utilise plutôt cette solution-là. Ça, c'est plutôt Wagi. Et ça, c'est plutôt WASM Cloud. En fait, la deuxième, en plus, il y a Wagi, vraiment, il y a même un module Nginx pour Nginx écoute et délègue le processing à un module WASM qui va sortir la réponse dans la console, qui va ensuite être redirigée dans la réponse de Nginx. Tu veux que je passe? Hop. Donc là, je vais vous faire une démo. Donc on a vu que, du coup, que WebAssembly ne gérait pas le réseau. Pour autant, on va essayer de faire notre propre runtime. Donc ici, je repars toujours de la même librairie. C'est toujours la même librairie qui permet de faire du Rust. Seulement, je vais un petit peu la modifier. En fait, tout à l'heure, je récupérais le Markdown depuis une chaîne de caractères directe que je lui filais. Maintenant, on va faire évoluer un petit peu notre fonction et on va dire qu'en fait, elle récupère le Markdown depuis une URL qu'on lui fournit. Je vais aller chercher mon Markdown en ligne et puis je vais le récupérer. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrit une fonction qui s'appelle fetch, qui est dans en fait un WIT dans ma runtime. Donc ma runtime définit en fait un contrat d'interface de fetch. Et en fait, fetch, c'est juste une fonction qui prend en URL une chaîne de caractères et qui envoie une chaîne de caractères. Ensuite, en fait, j'ai un petit peu triché. Je me suis servi en fait de ce qu'on appelle le WIT BindGen. Donc c'est en fait un générateur de code glucode. En fait, de la même manière qu'on peut générer du glucode en JS, on peut le faire aussi en Rust. Et donc ça, je peux vous montrer aussi l'URL, ouais, c'est vrai, du code qui est généré, parce que là, en fait, le code, vous ne le voyez pas, il est généré, c'est ce qu'on appelle une macro en Rust, on ne va pas entrer dans les détails de ça, mais en fait, il y a du code qui est généré derrière, et donc si on cherche WIT BindGen, donc ça fait du Rust, mais ça fait d'autres langages. Mais ça ne les fait pas encore tous. Mais ça ne les fait pas tous, ouais. Et donc, ils ont un petit outil en ligne, en fait, vous allez voir, en fait, le code que ça va générer. Donc, normalement, ici, vous avez une petite démo. Et donc, vous entrez votre code WIT et vous pouvez voir, par exemple, en Rust. Ici, donc, je veux exporter ma fonction. Donc, ça veut dire que je veux générer du code WASM qui va permettre d'exporter ma fonction. Vous allez voir le glucode qui est généré. Là, dans mon code, dans ma démo, moi, il est caché, parce qu'en fait, c'est la macro qui le fait. Mais en fait, derrière, ça ressemble exactement à ça. Et donc, vous pouvez voir qu'on peut générer différents langages, donc JavaScript, Rust, et puis différents en import et en export. Donc, quand on apporte la fonction aussi, on en a besoin. Donc ici, donc, je vais importer mon fetch, en fait, et du coup, ça va m'obliger en fait à implémenter une interface avec la fonction dedans. Et aussi, je vais exporter ici, vu que je génère un WebAssembly, en fait, mon parseur, qui en fait lui aussi a un WIT, donc ça c'est ma librairie, elle a aussi un WIT qui est par là, donc il dit que la fonction parse markdown prend une URL en chaîne de caractères et renvoie le HTML en chaîne de caractères. De la même manière, de l'autre côté, au niveau de ma runtime, en fait, je vais devoir importer le WIT du parseur, donc cette fonction mdparse, parce que je vais devoir l'appeler, donc j'ai besoin de savoir quelle est sa signature. Et je vais aussi exporter mon fetch.wit pour pouvoir définir en fait ici ce que je veux faire au moment où j'appelle fetch, au moment où mon WebAssembly va appeler fetch, qu'est-ce que je veux vouloir faire. Et bien en fait, ça va m'obliger à écrire une fonction qui s'appelle fetch, qui ici va utiliser un module Rust qui permet de faire des requêtes HTTP. Et donc je vais juste faire un get pour récupérer l'URL, et ensuite je récupère juste le texte de l'URL et je le retourne en chaîne de caractères. Donc c'est bien le contrat que j'avais défini. Et ça, c'est vraiment exécuté dans la runtime, pas en mouse. Donc ça, c'est vraiment du code Rust qui va être exécuté. Donc ma runtime ici, en l'occurrence, elle est en Rust. Et ensuite, ici, en fait, je vais embarquer wasmTime. Je vais ajouter en fait ces deux fonctions-là à ma runtime wasmTime. Donc je pars d'une wasmTime de base qui sait faire ce qu'elle sait faire. Donc juste exécuter du wasm, et je vais lui ajouter la fonction fetch en plus. Donc une fois que je compile ça, hop, ça va me générer en fait, hop, il faut que je revienne sur Democat. Ça va me générer ici, ça va me générer en fait un WASM pour ma librairie, donc que j'ai compilé avec une target WASM 32. Puis je vais aussi avoir ma runtime ici qui va être buildée et qui elle est en Rust. Donc j'ai bien une runtime en Rust.
et un code en WASM. Et donc maintenant, plutôt que de faire WASM-time, je vais exécuter ma propre runtime. Alors, hop. Et donc normalement, voilà. J'exécute ma runtime avec le WebAssembly que je veux. Et là, en fait, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai défini juste un argument qui est --URL pour que ce soit plus lisible. Je vais lui donner en fait l'URL de mon README qui est en ligne. Et normalement, je vais avoir le HTML associé. Donc là, on a bien le H1 avec WASM Engine. Donc là, c'est un petit peu comme si j'avais créé ma propre runtime WebAssembly avec la possibilité de faire des appels HTTP. Bon, là, ils sont très simples, ça récupère juste du texte. Mais vous avez compris l'esprit. Enfin, j'espère. Donc là, c'était là. Après, c'est pas simple parce que vu que les deux codes sont en Rust, il faut bien toujours penser lequel est en mode WebAssembly et lequel est encore dans le vrai monde du natif. natif. Pas se tromper, sinon à un moment, ça va être très déçu parce que on s'est tombé de côté, quoi. Et donc, en fait, au départ, on se trompe souvent dans les imports et les exports parce qu'il y a un petit jeu mental à se faire. Qui exporte la fonction, qui importe la fonction. On s'arrache un peu les cheveux, quoi. Et donc, ensuite, l'étape d'après. Solomon Ice, je pense que c'est celui qui a créé Docker, si je ne dis pas de bêtises, à l'origine, a dit que, suite à quand le WASI est sorti, les specs sont sortis, a dit, en fait, si ça avait existé à l'époque, en fait, clairement, il n'aurait pas besoin de créer Docker. En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'en fait, là, on a vu que le WebAssembly est quasiment passé côté back, et en fait, il va même aller encore un peu plus loin. Destination, les containers. Donc en fait, je ne vais pas vous montrer juste un container qui tourne et qui va mettre dedans une WASM-time, ça va être un peu plus poussé que ça. Déjà mettre ça. En fait, derrière tout ça, en fait, alors là c'est pareil, c'est comme WASI, c'est pas encore très sec, il y a plein de possibilités. Et ben pour les conteneurs, en fait, c'est un peu pareil. Là, pour Kubernetes, par exemple, ça s'appelle Crustlet. C'est déjà accessible en preview avec Azure, avec le Kubernetes d'Azure. En fait, c'est tout bête. Sur chaque Kubernetes, sur chaque nœud de vos Kubernetes, il y a un truc qui s'appelle Kubelet qui pilote votre runtime de conteneur. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un kubelet-like qui, lui, au lieu de piloter des containers, va piloter une WASM-time et ensuite exécuter. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau Kubernetes, je lui dis, démarre-moi un pod qui fait, je lui donne l'URL de mon WASM, il va me lancer comme si lui voyait en fait n'importe quel container. En fait, à aucun moment, Kubernetes se rend compte que c'est autre chose qu'un conteneur. Donc là, c'est comment utiliser WASM-time à la place d'une runtime OCI. L'autre possibilité, en fait, qui commence à arriver aussi, c'est en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de WASMer qui avait les WAPM, c'est-à-dire les WebAssembly Package Modules. Le problème de ça, c'est que c'est spécifique. C'est spécifique à WASMer. On peut les télécharger, mais c'est comme WASMer qui a tout l'outillage pour les télécharger, les lister, tout ça. En fait, ils se sont dit aussi, WASM-OCI, pourquoi on n'utiliserait pas les registries Docker pour pousser vos modules WebAssembly? Donc en fait, pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont basés sur une librairie, qui fait de l'OCI. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont juste pris le paquet de bytes que contient le WebAssembly, ils l'ont mis dans une image OCI. Je ne vais pas dire image Docker parce qu'en fait, c'est pas une vraie image Docker. Ça respecte les specs, mais si vous essayez de faire Docker run de ça, vous serez un peu déçu, ça ne marchera pas du tout. Et donc, en fait, ils l'ont mis donc dans l'image Docker, dans l'image OCI, et ensuite, on la pousse. Et beaucoup de registries sont capables de prendre ça, ne se rendent même pas compte en fait que c'est du WASM. La registrie Docker Hub ne marche pas parce que c'est un type inconnu. Donc elle se dit, non, là, moi j'en veux pas, c'est pas possible. Et en plus, c'est utilisable depuis Wagi. Wagi, c'est un serveur HTTP qui écoute des requêtes HTTP et qui va binder ça avec un module, avec un package WASM que vous voulez associer, quoi. Tiens, voilà, sur telle URL, tu me lanceras celui-là et il écrira la réponse dans la sortie console, qui prendra tel quel pour retourner dans votre HTTP, dans votre réponse HTTP. Donc ça, c'est pareil, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est WASM Edge. Tout à l'heure, je vous ai parlé qui faisait partie de la CNCF. Eux, ils sont partis sur un truc encore un peu plus poussé, je trouve, et plus
plus standard. En fait, ils utilisent une image OCI spécifique et en fait, c'est directement utilisé par la container runtime. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau Kubernetes, tout à l'heure, le truc qu'ils avaient remplacé, la brique de Kubernetes, ce coup-ci, elle ne bouge pas. Derrière, la runtime de conteneur, la container runtime interface, elle ne bouge pas. Et l'OCI tool, par exemple, ça peut être runc, crun ou autre, normalement, ne bouge pas. Bon, aujourd'hui, ils prennent juste le seul qui fonctionne, ça s'appelle crun. Et encore, j'ai dû le compiler moi-même pour le rendre compatible avec Wasm Edge. Donc en fait, dans un contexte Kubernetes, la seule chose que vous bougez, c'est l'outil qui permet de gérer le cycle de vie de vos containers. Là, dans ce cas-là, en fait, on lui a juste dit, bah, tu seras capable de comprendre tel type d'image entre guillemets Docker, et avec une annotation, il comprendra, ah bah tiens, elle a la notation un tel, donc c'est pas le runner de base qui doit tourner, je vais utiliser le backend Wasm Edge. Et ensuite, derrière, bah, il va piloter ça, il va piloter vos petits containers Wasm, tel quel. Donc là, je vais faire une petite démo. Alors, tu m'entends bien? Oui. Je peux pas le descendre. Alors, donc en fait, c'est assez simple. Jusque-là, ce que vous faites, vous refaites comme avant, votre petit Dockerfile. Bon, je ne vais pas vous refaire l'étape où je vais vous recompiler la même chose. C'est tout le temps pareil. On va juste faire un Dockerfile. Là, on part de from scratch. Il n'a pas besoin d'OS. Si vous lui mettez un OS, je pense même que ça ne marchera plus. Et ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai mis directement mon README à l'intérieur. Au départ, je ne l'avais pas mis de README, je lui avais mis juste une chaîne de caractères à l'intérieur qui était compilée en dur dans le Rust. C'était pas très très impressionnant. Donc j'ai pris l'étape d'après, où je pensais pas au début que ça marchait, mais en fait ça marche. Donc je fais mon add, donc je monte mon fichier dans mon image entre guillemets Docker. Ensuite j'ajoute mon wasm et je fais un cmd et je dis exécute démo 3 wasm et les paramètres. Donc ça, il faut le builder. Bon, aujourd'hui le Docker build, ça va pas marcher. C'est pour ça que je vais aller dans démo 4 et démo 5. Il y a, en fait, pour construire des images Docker, je ne sais pas si vous connaissez Podman, qui est une alternative à Docker pour gérer les conteneurs. Il gère aussi Builda, c'est un autre outil pour compiler, pour construire des images. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Builda build, et je vais lui dire, charge-moi, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on fait habituellement, charge-moi en tant que tout ce qu'il y a dans ce contexte-là, et je veux que ça s'appelle demo5-wasm. Et ensuite, la seule chose qu'il faut rajouter, il faut ajouter cette petite annotation. En fait, sans cette annotation-là, en fait, votre runner essaiera de lancer comme une image Docker standard. Donc là, je vais la builder. Voilà, c'est buildé. Normalement, si je vais pas faire. Si je fais un build, on va pas tenter, ça va pas marcher. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une image qui est prête. Maintenant, il faut la lancer. Donc, comme je disais tout à l'heure, Docker ne va pas le comprendre. Donc, je vais utiliser Podman. Podman, il a un avantage, c'est que je peux lui préciser la runtime de conteneur que je veux utiliser. Podman, c'est plutôt orienté conteneur runtime interface, c'est-à-dire c'est un outil en fait, qui sait s'interfacer avec des runtime de conteneurs. En fait, c'est équivalent de comme si vous connaissez conteneur D et runc. En fait, l'inconvénient, c'est qu'en fait, quand les gens qui utilisent Docker, c'est en fait le tout est un peu packagé ensemble, alors que normalement c'est un peu séparé. Et donc là, je fais Podman, je définis ma runtime. Si je ne précise pas ça, en fait, il va utiliser le vrai runc de base qui ne saura pas le faire. Et donc là, je le lance, et il a exécuté mon code, mon bytecode WebAssembly directement en se basant sur le crun qui a le backend Wasm Edge. Et donc maintenant, en fait, on est capable en fait, de pousser des images avec du WebAssembly à l'intérieur assez facilement. Et tout ça aussi c'est pareil, ça commence à être disponible tout le temps en preview sur différents environnements. Bon, c'est pas encore fait pour la production, et comme vous avez pu voir, en fait, aujourd'hui, on va dire, ils se cherchent encore un peu. Et maintenant, à voir qui c'est qui va gagner sur comment on fait ça dans la vraie vie. Et peut-être même que ça, un jour, ça rentrera dans une spécification qui expliquera vraiment comment il faut le faire pour de vrai. Voilà la démo.
Et donc en conclusion, aujourd'hui en fait le WebAssembly, il est en grande partie porté par tout ce qui est autour du web développement. Bon, forcément, la partie côté web, ça existe depuis 2018. Je pense pas que ça ait été beaucoup utilisé, mais voilà, c'est ce qui a été le plus utilisé. Après, la partie serverless, containerisation, commence à prendre une part importante, et après, tout le reste, voilà. Mais en fait, c'est pas tant les chiffres qui sont intéressants, c'est surtout de voir les dynamiques. Là, en fait, tous ces graphes-là, on les a récupérés du State of WASM, c'est l'équivalent comme le State of JS, voilà, mais pour le WebAssembly. Et on voit qu'aujourd'hui, en fait, la dynamique, elle est plus portée par tout ce qui est autour du serverless, la containerisation et des plugin environment. Et de plus en plus, en fait, ou plutôt de moins en moins, le web continue un petit peu à descendre. Il faut voir en fait que côté web, il y a la V2 qui va sortir, c'est des optimisations, mais il n'y a pas de grande évolution. Alors que côté back, en fait, c'est tout nouveau, ça ouvre de nouvelles possibilités. Il y a des possibilités qui ne sont pas encore ouvertes, vu qu'on n'a que le file system. Mais voilà, en fonction des runtime one que vous allez utiliser, l'évolution de la spécification, ça va s'améliorer et peut-être un jour remplacer beaucoup de choses. Le gros avantage, par exemple, c'est que vous pouvez faire des modules, plein de modules ensemble, un en Python, un en JS, un en Java, un en Go, et en fait tout le monde pourrait communiquer ensemble dans un seul binaire, et comme ça vous pourrez enfin choisir vraiment, pour ceux qui aiment bien faire des microservices, pour avoir un langage pour chaque besoin. Là, en fait, dans la même application, vous pourrez faire différents langages. Après, est-ce qu'il faut faire ça ou pas, je ne sais pas, mais c'est une opportunité. Puis si un lundi matin, vous avez envie de faire du Groovy et que le mardi, vous voulez faire du Go, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses. Non, et puis pour la partie web, peut-être pour en parler, ça continue toujours avec la V2. Aujourd'hui, les besoins, ils s'orientent toujours... c'est toujours un peu de niche, le WebAssembly, parce qu'il faut vraiment avoir un besoin de performance, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on rencontre le plus, c'est tout ce qui est autour de la 3D et aussi le minage de Bitcoin. Donc si jamais un jour vous n'êtes pas sûr, vous voyez un pic d'utilisation de votre CPU, vérifiez aussi votre navigateur. Il y a peut-être un module WASM qui mine du Bitcoin à votre insu. Et c'est vrai qu'au niveau du web, pourquoi on voit cette petite décroissance-là, c'est parce que c'est vraiment quand même des besoins très spécifiques de performance quand on a besoin de faire du WebAssembly. Parce que mine de rien, le JS il est quand même performant aujourd'hui. C'est pas demain que vous ferez de l'HTML en C. Ouais, et puis je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. À savoir que ça existe, il y a des frameworks en WebAssembly qui permettent de faire la manipulation de DOM, qui s'appelle You, si vous voulez voir. Donc merci, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, pas de questions. Merci pour la présentation. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que c'est agréable de développer avec ça? Par exemple, moi, je suis un dev front-end et j'aime bien avoir mon petit hot reload. Et, voilà, je tape du code et moins une seconde après, j'ai le résultat. Et j'ai pas l'impression que c'est vraiment possible avec... Alors, quand tu fais du WebAssembly avec du web, tu peux y arriver. Donc moi, là, on l'a pas vu, mais dans la démo 1, j'utilise Vite, donc un outil de build. Et dedans, en fait, dans la commande, j'ai intégré le WasmPack en mode dev. Et donc le WasmPack en mode dev, il te permet d'avoir le hot reload. Donc, tu peux générer ton WebAssembly à la volée. Donc, tu modifies ton code, CTRL-S, et ensuite, tu mets Vite aussi en hot reload, et du coup, tu peux tester. Tu as deux outils différents, donc c'est sûr, c'est pas aussi rapide que d'avoir le même. Il y a des modules qui se mettent en place, Vite et Webpack le gèrent, qui permettent de builder en même temps ton JS et en même temps le WebAssembly. Donc ça commence à arriver, c'est pas encore un état très très stable, mais ça existe. Je m'en suis servi justement pour la démo. Donc tu peux le faire, tu peux avoir du tooling. Ce qui peut un peu gêner, c'est tout ce qui va être autour du debug, du WebAssembly, où là c'est un petit peu plus complexe, il faut mettre tout un tooling qui génère en fait un format pivot, parce qu'en fait, suivant ton langage, ça peut être du C,
du C++, du Rust. Il faut générer en mode debug un format pivot et ensuite avoir les source maps associées pour pouvoir avoir, si tu mets un point d'arrêt dans ton navigateur, ça te montre le bon endroit de code. Donc ça, c'est un peu plus chaud. Donc c'est cette partie-là du tooling qui est encore un peu manquante, mais sur la partie auto-reload, ça existe et tu peux déjà commencer à jouer avec. Super, merci. J'ai aussi une question, moi, sur la partie utilisation serverless, par exemple dans Kubernetes. Est-ce que l'avantage principal recherché, c'est la taille des conteneurs? Parce que j'imagine que du coup, c'est vachement plus petit, qu'on n'embarque plus que le code Wasm et pas tout un OS avec. Ou est-ce qu'il y a encore d'autres avantages qui cherchent en passant par ça? Quel est l'objectif en dehors de la taille? Alors l'objectif aujourd'hui, je pense que c'est juste pour valider que ça fonctionne. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, souvent, en fait, pour le serverless, il faut toujours qu'il y ait une runtime qui est autour, en fait. Donc effectivement, moi, l'avantage que je vois, c'est le fait de pouvoir utiliser le langage que l'on souhaite. Parce qu'en fait, ce qui tourne à l'intérieur du WebAssembly, on n'est pas obligé, par exemple, si on a un langage dynamique, il peut avoir une compilation un peu plus poussée, en fait. Mais effectivement, après, c'est dans le Kubernetes. Au début, quand j'ai vu ça, je n'étais pas vraiment convaincu de la chose. J'attends un peu en fait de voir ce que ça va donner, parce qu'aujourd'hui, déjà c'est pas mature, et je sais pas certain que je me dirigerai vers ça non plus. Ouais, parce que mon conteneur dans mon pod dans Kubernetes, je peux déjà utiliser le langage que je veux. C'est pas, oui. C'est pas un gain. Oui, non, c'est en fait c'est les optimisations en fait c'est des instructions entre guillemets plus performantes. Après, entre quelqu'un qui fait du code C, qui fait du C et qui le compile en natif, et du WebAssembly, concrètement, je pense qu'il y a de grandes chances que le natif compilé en C soit plus performant que le WebAssembly. L'avantage, c'est plus. Et peut-être pour du Python, peut-être. Alors là, je vais peut-être me lancer, mais de mettre tous les Python Nisado, mais peut-être qu'il pourrait être un peu plus performant. J'ai jamais fait de benchmark. Moi, je vois plus pour les langages un peu plus orientés au niveau, mais c'est pas même pas certain en fait. L'avantage aussi, c'est que tu peux prendre une librairie qui en fait est du Python. En fait, elle est compilée en WebAssembly. Et donc tu peux mélanger en fait plein de libs de différents langages pour faire ton code, mais s'il y a par ça, c'est pas. L'idée c'est de générer en fait un code assembly qui est générique, cross langage, mais ça aide pas. Moi je pensais que c'était vraiment la taille de l'image OCI, parce que là pour le coup l'image OCI n'a vraiment plus que le. Il n'y a plus que le WebAssembly. Donc elle peut faire quelques centaines de cas ou quelques mégas, là où elle en faisait quelques dizaines de centaines. On peut déjà le faire en Go, ce genre de choses, from scratch, avec une compilation spécifique Go, sans WebAssembly. Mais effectivement, c'est un désavantage aussi, il n'y a que ça dans... En fait, limite, l'image WebAssembly en soi contient déjà toutes les sécurités que ce que les C-groups de Linux vous proposez déjà. Quoi. Elle se veut avoir toutes ces sécurités. Pour l'instant, il n'y a que la sécurité du file system, mais plus tard, quand on aura les sockets, il faudra bien les activer. Donc en fait, après, tu arrives sur les mêmes niveaux de sécurité qu'un conteneur classique. Quoi. Sans la couche, sous tout le... Voilà, ouais, c'est entendu. Par contre, à terme, il faudra aussi être capable de recompiler, par exemple aujourd'hui, je veux une image Nginx. Il faut savoir qu'il y a déjà un Nginx qui fonctionne en WebAssembly. Ils ont dû faire toutes les fonctionnalités qui manquaient à la runtime de base. Et je ne sais plus comment il s'appelle Nginx comment. Et a priori, il fonctionne en fait. Nginx Wasm. Mais bon, c'est pareil, c'est pas des choses que je mettrai en production. Aujourd'hui, pour WebAssembly, ce qui peut être en production, c'est uniquement la partie web, je pense, vraiment navigateur. En fait, ça existe déjà aujourd'hui pour les utilisateurs de Google Earth ou Figma. Il y a déjà du WebAssembly à l'intérieur pour optimiser, probablement sur les calculs et tout ça. Quoi. Ouais. Après, si côté front, vous n'avez pas des besoins de compute assez poussés, vous n'avez pas besoin de WebAssembly, entre guillemets. Quoi. Sauf si vous voulez vous faire plaisir. Voilà, merci. Plus le temps en plus.